Bon, bien, bonjour à tous, merci d'être là. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler de ma montre. Alors, pas celle que j'ai pas là, mais celle qui est posée ici devant et que vous voyez filmer. Alors, c'est une petite montre que vous pouvez trouver sur le site de Liligo. Je vous en parlerai plus longuement après. C'est une montre qui a un ESP32 et là, vous la voyez avec le firmware d'origine. Et là, moi, j'ai décidé de la flasher, d'utiliser autre chose pour développer dessus finalement. Donc là, vous voyez, elle est en train d'être flashée. Et ça boot. Et là maintenant, ma montre, eh bien ça c'est du Rust. D'accord ? Donc je commence par la démo, comme ça c'est fait. Voilà. Et donc je me présente, je m'appelle Pierre Ivaillet, je travaille chez Zenica Nantes, je fais principalement du consulting autour de tout ce qui est DevOps, container, Kubernetes, le cloud. Ainsi de suite. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous parler de tout ça, je suis là pour vous parler de cette formidable montre avec la démo qui fonctionne correctement. Alors, justement, l'idée, c'est de vous expliquer un petit peu comment on en arrive là, comment est-ce qu'on en arrive à avoir du Rust qui tourne sur cette montre. Mais avant, quelques rappels et définitions sur l'embarqué. Alors, si vous avez déjà fait l'embarqué, c'est des choses que vous savez déjà, il y a peut-être certaines choses qui sont des approximations. L'idée, c'est aussi de rendre les choses accessibles et compréhensibles pour tout le monde. Donc, quand on est sur de l'embarqué, sur ce genre de périphérique que vous avez vu filmer devant moi, on n'a pas d'OS classique, d'accord ? On n'a pas Windows, on n'a pas Linux ou autre, et on va pouvoir interagir avec le matériel en utilisant certaines choses que vous avez peut-être déjà vues, parce que typiquement, si vous faites du Raspberry, eh bien, on utilise notamment les GPIO pour aller interroger l'état de pins, donc les pins, les petits choses, les petits ergots sur lesquels on va venir connecter des LED, des boutons ou ce genre de choses. Et puis, ces GPIO, on va pouvoir les utiliser pour leur mettre un état haut, c'est-à-dire leur envoyer de la tension, ou alors interroger leur état, savoir s'il y a de la tension qui arrive ou s'il n'y en a pas, ainsi de suite. Bon, je simplifie. Et puis on a des bus qui permettent justement de transmettre des messages un peu plus structurés que juste un 0 et un 1, mon état est haut, mon état est bas. Le bus, il va permettre d'organiser tout ça dans le temps et d'échanger des messages un peu plus complexes, peut-être d'adresser différents périphériques qui sont connectés sur le même bus, ainsi de suite. Donc vous verrez souvent dans l'embarqué ce genre de choses. Donc I2C, Inter-Integrated Circuit, qui est un bus justement qui permet d'avoir ce genre d'échange de messages, SPI, Serial Peripheral Interface, qui permet aussi d'avoir ce genre de choses. Et puis l'UART, Universal Asynchronous Receive Transfer, qui est, pour simplifier, le port série, en gros, qui est un petit peu le langage universel en informatique, encore maintenant. C'est ce qu'on utilise avec votre émulateur de terminal, par exemple, c'est le langage qui peut parler. C'est le langage que vous allez voir qu'on parle, pour débugger un microcontrôleur comme ça assez facilement, pour éventuellement le flasher aussi. Et même si là, ils sont connectés en USB, finalement, mon USB ne fait qu'émuler une connexion série. Donc voilà quelques rappels et définitions sur l'embarqué. C'est assez rapide. Je suis d'accord qu'il y a plein d'approximations. L'idée, c'est de rendre ça aussi accessible. Et donc les puces sur lesquelles je me base, donc je l'ai dit rapidement tout à l'heure, dans la montre, ce qu'on va avoir comme puce, c'est un ESP32. ESP32, ce sont des puces faites par le fabricant Espressif, qui ont la particularité et l'intérêt d'embarquer à la fois du Bluetooth et du Wi-Fi. D'accord ? Et quand je dis Bluetooth, Bluetooth classique, Bluetooth Low Energy. Donc l'intérêt, c'est que vous avez une puce comme ça avec tout intégré dedans et qui va pouvoir, ce que font d'habitude les gens, la plupart, c'est qu'ils les programment en utilisant, par exemple, Arduino IDE, parce qu'on peut très bien utiliser Arduino IDE pour programmer sa puce ESP32. Mais j'ai préféré choisir la difficulté, c'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui. Quelques petites précisions sur ces puces ESP32. Elles sont en constante évolution. On a des premières générations qui étaient sur une architecture un petit peu particulière. Donc, quand je parle d'architecture, c'est le langage machine que va parler finalement le microcontrôleur, le processeur du microcontrôleur, pour être précis. Et donc, on était sur une architecture Xtensa qui a été achetée sous licence, sous forme de licence à Tensilica. Et puis, on a
des modèles plus récents, qui sont les ESP32C étoiles, qui, eux, ont une architecture RISC-V. L'intérêt, c'est que cette architecture RISC-V, elle se base sur un set d'instructions qui est open source, et l'objectif, c'est vraiment de pousser une architecture matérielle qui soit open source, librement utilisable, sans avoir besoin de payer une licence. La montre que j'ai aujourd'hui, la puce qu'il y a dedans, elle est de cette famille-là, de la famille des ESP32. Ça a son importance, on va en parler par la suite. Mais avant justement d'aller dans le détail sur la montre, je voudrais vous faire quelques rappels sur le langage Rust. Alors je ne sais pas, combien parmi vous ont déjà fait du Rust? Ok. Combien ont déjà fait du Rust sur de l'embarqué? Ok. Combien ont déjà fait du Rust sur le web, peut-être? Et pour un outil en CLI? Ouais, ok, c'est ce que j'imaginais, grosso modo. Ok. Bon, si vous connaissez Rust, je vais rappeler quelques-unes de ses caractéristiques. C'est essentiellement pour montrer comment ça peut être utile quand on va l'utiliser sur ESP32. Mais encore une fois, ce ne sont que des rappels généraux. Je ne vais pas vous faire un cours sur Rust. Il faudra, dans les exemples de code que je vais vous montrer, essayer de faire un petit peu l'abstraction sur la syntaxe, qui peut être un petit peu difficile à comprendre et à en prendre en main. Je vais vous pointer les endroits du code qui sont importants et qui ont du sens pour comprendre ce que je fais. Donc, quelques rappels sur Rust. Donc, Rust, c'est un langage de programmation compilé multiparadigme qui a été conçu et développé par Mozilla Research depuis 2010, puis par la Rust Foundation. Donc, l'idée, c'est qu'il a été créé chez Mozilla qui voulait réécrire un moteur de rendu en éliminant tout un tas de problèmes qu'il pouvait y avoir, des problèmes de sécurité, de gestion de la mémoire et autres. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Rust sous cet angle. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir ce type de langage, encore une fois, donc compilé, mais avec quelques paradigmes qui font qu'il sort de l'ordinaire par rapport au langage qu'on a d'habitude. La plus importante chose qui change, c'est la memory safety et l'ownership. Le fait, c'est qu'en Rust, on ne va pas... on va devoir gérer la mémoire, mais ce n'est pas nous qui allons la gérer directement, c'est le compilateur. Si je fais une analogie, c'est un peu comme si on pouvait dire que, en Rust, j'ai un garbage collector, mais mon garbage collector, c'est le compilateur. Et finalement, il va venir placer dans le code les endroits où il faut libérer la mémoire quand je n'utilise plus une variable. C'est un peu une approximation, mais c'est pour vous donner une idée de comment ça fonctionne, parce que c'est un peu particulier quand on n'en a jamais entendu parler. L'idée, c'est que vous avez habituellement les langages comme C, C++, où c'est vous qui faites les malloc et les free, mais on oublie de faire les malloc et les free, ou on utilise des valeurs après les avoir libérées, ce qui pose tout un tas de problèmes de sécurité. Et puis, on a d'autres types de langages, comme Java, comme Go, où vous n'allez pas avoir besoin de gérer la mémoire, parce que finalement, vous vous appuyez sur un garbage collector pour gérer la mémoire, pour la libérer quand vous n'en avez plus besoin, compter des références, ce genre de choses. En Rust, c'est le compilateur qui va suivre, qui va tenir les comptes du moment où vous utilisez les variables et qui va s'assurer de libérer quand c'est plus utilisé et qui s'assure aussi que vous n'êtes pas en train d'utiliser une variable alors qu'elle n'est plus associée à un emplacement mémoire, pour faire simple. Autre élément qui est important et qui vient pour le coup plutôt de tout ce qui est presque programmation fonctionnelle, c'est un système de type assez avancé dans Rust et également du type H4 avec une obligation de gérer explicitement les erreurs, contrairement à d'autres langages où on peut simplement ignorer les erreurs et les mettre sous le tapis. Là, si je veux ignorer une erreur, je suis obligé de le faire explicitement. Donc après, si ça explose, je n'aurai qu'à m'en prendre qu'à moi-même. Également le principe de Zero Cost Abstractions. Donc, comme je le disais, l'idée c'est que le compilateur en Rust va faire énormément de choses. Et donc l'idée c'est que entre ce que vous avez dans votre code qui vous impose certaines choses, par exemple que vous libériez la mémoire correctement, ainsi de suite, ça c'est le compilateur qui va le faire à la compilation, ça n'aura pas forcément un impact dans le code qui sera généré. D'accord ? C'est la même chose que si vous aviez fait du C et que vous aviez mis le free au bon endroit. Voilà. Donc l'idée, c'est de pousser au maximum ces abstractions qui sont à coût zéro pour éviter de rajouter une surcharge à ce niveau-là.
Et ça nous permet également de débloquer d'autres éléments, notamment le fait d'avoir de la concurrence, donc ils disent fearless concurrency, donc le fait de pouvoir faire de la concurrence sans avoir peur d'écrire 2 fois au même endroit, d'avoir ce type de problème qu'on rencontre en programmation concurrente habituellement, parce qu'on va s'appuyer sur les paradigmes de Rust, tels que le fait qu'une valeur ne peut avoir qu'un seul propriétaire, et donc ça comprend le fait qu'elle va pouvoir être modifiée qu'à un seul endroit également. Et puis, l'autre point qui est très intéressant aussi, je trouve, dans Rust, c'est la developer experience. Il y a un énorme effort qui est fait pour faire en sorte qu'avec le tooling que vous installez pour compiler Rust, il y a tout le tooling pour gérer les dépendances, pour formater votre code, pour lancer vos tests unitaires. L'idée, c'est que tout ça, c'est apporté directement par le langage lui-même, par l'écosystème, et ce n'est pas à vous d'aller piocher à droite à gauche sur des librairies complémentaires ou d'autres choses pour venir compléter l'usage. Donc ça fait des questions en moins à se poser, et l'avantage, c'est que ça évolue en même temps que le langage. Donc voilà pour les quelques rappels sur Rust. Également la structure d'un projet. Donc en général, quand on a un projet Rust, donc vous avez cette structure-là, donc un fichier cargo.toml. Donc le cargo.toml, c'est l'équivalent du package.json si vous faites du Node, l'équivalent du pom.xml si vous faites du Java, voilà ce genre de choses. Donc ça veut dire il va à la fois gérer vos dépendances, donc comme je le disais, le tooling est déjà fourni dans le langage pour gérer les dépendances qui sont fournies sous forme de crate. Et puis dans ce cargo.toml, on va retrouver toute la description du projet, ce qu'il y a compilé, et ensuite un répertoire SRC dans lequel on va retrouver nos sources. Et donc justement, un premier exemple de source, alors c'est pas forcément des sources classiques Rust, d'accord, c'est des sources pour un des microcontrôleurs qui est ici. Et donc ça me permet d'enchaîner sur pourquoi est-ce que Rust est intéressant, pourquoi est-ce que Rust est adapté pour faire de l'embarqué. Les différents points qu'on va avoir, donc le premier qui m'intéresse de vous montrer ici, c'est le fait qu'ici, en en-tête de mon fichier, je suis capable de mettre des directives noSTD et nomain. Alors ce qui va m'intéresser ici, c'est surtout le noSTD. Par défaut, la plupart des langages que vous utilisez, ils ont une librairie standard. Ils ont une librairie standard qui va vous permettre de gérer peut-être les threads, l'affichage de chaînes de caractères, simplement un println, un printf ou ce genre de choses. Eh bien, ça vient en général d'une bibliothèque standard qui peut être plus ou moins riche, mais qui va également dépendre d'autres choses. Notamment, si je veux faire un printf, si je veux donc ou un format d'une string en Java ou n'importe quel formatage de string, pour pouvoir le faire, il va falloir que j'alloue de la mémoire. D'accord ? Donc en général, il y a quelque chose, une dépendance qui est cachée, c'est que si je veux utiliser ma librairie standard, il faut que quelque part, j'ai un mécanisme qui me permette d'allouer de la mémoire. Je suis sur un microcontrôleur. Bon, je n'ai pas forcément d'allocateur de mémoire. Et donc comme je n'ai pas d'allocateur de mémoire, il va falloir que je trouve une alternative. Est-ce que ça veut dire que je ne peux pas du tout avoir de librairie standard ? Oui et non. Je ne vais pas avoir toute la librairie standard. Mais l'intérêt justement du langage Rust, c'est qu'ils ont découpé les fonctionnalités de la librairie standard en éléments plus petits. Et donc je vais pouvoir disposer, quand je suis en OSTD, je vais avoir différents niveaux. Je peux avoir les librairies core. Donc les librairies core, c'est vraiment tout ce qui est élément du langage qui ne dépend pas d'un allocateur de mémoire, qui ne dépend pas de ce genre de choses, donc qui est bien adapté pour l'embarquer. Je peux également avoir une édition ou une version de Rust où je vais prendre une partie de la bibliothèque standard qui va s'appuyer sur un allocateur de mémoire. À ce moment-là, je peux aussi, si je souhaite, lui fournir mon propre allocateur de mémoire. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail sur comment. Et puis, parfois, je peux également aussi utiliser la librairie standard pour afficher certaines choses. Et donc là, c'est ce que je voulais illustrer. Dans mon code, si je voulais imprimer le message Hello World, avec un stdfmt println comme on l'aurait fait en mode avec la librairie standard, ça je ne peux pas le faire de ce mode-là. Je vais quand même avoir des solutions et je vais vous montrer ça. Hop. Donc ici, j'ai un projet Rust qui est justement fait pour tourner sur ce microcontrôleur, d'accord ? Où là, alors, plutôt,
hop, faire comme ça, il y aura la coloration syntaxique, ce sera plus joli. Je n'ai pas la librairie standard, mais en revanche, ceux qui ont fait le microcontrôleur m'ont mis à disposition une librairie qui embarque une fonction println qui me permet quand même d'avoir de l'affichage comme ça, de messages sur la sortie standard de mon microcontrôleur. Mon microcontrôleur il est là, vous voyez qu'il n'a pas d'écran. Donc sa sortie standard, finalement, c'est la connexion série que j'utilise pour communiquer avec lui. Et donc si je vous illustre ça, c'est simplement, je vais flasher le microcontrôleur. Là, la blague, c'est qu'il ne faut pas que je me gourre, parce que sinon je flash la montre avec le programme, et ce n'est pas l'objectif. Alors, normalement, c'est celui-ci. Donc, il a compilé le Rust pour l'ESP, puis là, vous voyez, il est en train de le flasher, et puis là, c'est en train de tourner, et il est en train de m'afficher Hello World, donc sur la sortie standard de mon microcontrôleur, qui, ici, eh bien, finalement, c'est ma liaison série. D'accord? Donc ça, il a pu le faire, eh bien, parce que, encore une fois, j'ai cette fonction println qui est mise à disposition dans une librairie fournie par le constructeur. Bon. Donc, on n'a pas les choses standards, mais on a quand même tout un tas de mécanismes qui nous permettent d'avoir des choses qui sont adaptées à de l'embarqué et qui nous fournissent quand même un certain niveau d'abstraction. Autre élément qui est très intéressant et qui est lié au typage fort du langage Rust, c'est ce qu'on appelle le type state pattern. Donc l'idée, c'est qu'on a avec Rust un langage fortement typé qui va pouvoir avoir des enums avec des génériques dessus, et on va pouvoir utiliser ces systèmes pour déclarer sous forme de type la configuration de notre matériel. Et vous voyez, là, c'est ce qu'on fait ici. Dans l'exemple que j'ai, eh bien, j'ai un GPIO, donc j'ai un pin sur lequel je vais pouvoir éventuellement affecter un état up ou down si je veux allumer ou éteindre ma LED. Mais pour le faire, avant, il faut que je configure cette pin, cette sortie, pour lui dire qu'en mode sortie, donc je veux pouvoir écrire des choses dessus. Eh bien ça, je vais pouvoir le faire en utilisant une fonction, et à partir du moment où j'utilise cette fonction sur le pin, ça veut dire que je suis en train de le configurer pour l'activer en mode sortie. Et ce qui m'est retourné ici, c'est bien une LED qui est configurée en mode sortie. Je ne pourrais pas l'utiliser pour lire son état, je ne pourrais l'utiliser que pour écrire dedans. Et donc l'idée du type state pattern, c'est d'avoir le reflet de la configuration de matériel sous forme de type pour m'interdire de faire des choses qui ne seraient pas adaptées à la configuration courante du logiciel. Si je reprends ici sur ma LED, ça se traduit, alors ça fait un petit peu de code, mais si vous avez l'habitude de lire peut-être du C ou du Java, la syntaxe peut un petit peu vous parler. Donc je vais avoir des structures qui vont représenter mes états. Est-ce que je suis en mode output ou en mode input? Je vais avoir une structure qui représente mon pin, avec un générique qui est l'état dans lequel il se trouve, et puis, eh bien, selon les implémentations que je vais avoir dessus, je vais pouvoir le configurer en mode input ou en mode output, et vous voyez que eh bien, la fonction qui me permet de tester l'état du pin, elle est que sur le GPIO configuré en mode input, et la fonction qui me permet de changer son état n'est que sur le pin configuré en mode output. Donc là, l'idée, eh bien, je vous le montre sur un exemple simple, mais sur d'autres exemples, l'idée, c'est que le typage va représenter la configuration du matériel et ne nous autoriser que les opérations qui correspondent à la configuration courante du matériel. Et donc, si j'illustre ça, hop, avec un autre exemple. Donc là, alors, vous pouvez ignorer tout ce code-là. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Je suis en train de configurer ma LED en mode output. Et là, je l'allume. Et puis ensuite, j'ai une boucle qui va me permettre d'avoir un délai et de la faire clignoter assez simplement. Je prends ce code, je le flash à nouveau sur mon microcontrôleur. Et voilà, j'ai une LED qui clignote. Je suis content. Mais l'avantage, c'est que j'ai ça de manière, encore une fois, sûre. Je sais que je n'aurais pas pu faire clignoter cette LED
si le matériel n'était pas configuré correctement, et c'est le compilateur qui m'en a assuré, ce n'est pas l'exécution sur le matériel. Autre point qui est intéressant, et là qui est directement issu des propriétés du langage, c'est la notion de propriété des valeurs, la notion de ownership. Quand on écrit des choses, quand on veut configurer du matériel, changer l'état du matériel, finalement, on va écrire dans des zones mémoire. Et les zones mémoire, eh bien, en Rust, ce qui va se passer, c'est qu'on donne la propriété d'une adresse mémoire à un contexte particulier. Et ici, eh bien, ça m'assure que cette LED, pendant que moi je suis en train de la faire clignoter, je ne peux pas avoir un autre contexte qui prenne la propriété de cette LED et qui change sa configuration. Parce que cette adresse mémoire, de la façon dont ça a été fait, eh bien, je sais qu'elle n'a qu'un seul propriétaire à un instant donné. Et alors, il y a aussi le fait que je ne peux avoir qu'une seule référence mutable, c'est-à-dire que je ne peux avoir qu'une seule représentation de ma valeur qui permette de changer son état. Et donc, à un moment donné, je ne peux pas avoir deux éléments différents de mon programme qui vont changer l'état de cette LED. Et donc, ça me permet eh bien, de s'assurer que si je passe la LED à mon blinker, c'est lui qui en prend la propriété et elle n'est plus disponible pour un autre élément de programme qui voudrait venir changer sa configuration. Et encore une fois, ça c'est vérifié par le compilateur, donc ça me permet d'être sûr de ne pas avoir de problème ou d'erreurs cachées dont je ne me rendrai pas compte immédiatement. Et puis ensuite, on a tout le tooling classique qui est fourni par le langage et par les toolchains qui sont proposés. Et notamment, eh bien, tout à l'heure, je vous ai parlé du fichier cargo.toml qui permet d'écrire un projet, d'écrire les dépendances, d'écrire ce qu'on souhaite obtenir. Ici, vous en avez un exemple. Pour mon programme Linky, je vais décrire un package avec tout un tas d'informations, et puis je vais décrire des dépendances. Je ne suis pas forcément énormément familier de l'embarqué, mais ce que j'en ai vu jusqu'à maintenant pour la gestion des dépendances, je n'étais pas à l'aise avec. D'accord ? J'ai souvent vu des Git submodules qui étaient dans des repos, ou alors directement des copies d'autres projets, et ainsi de suite. Là, en Rust, je suis content de pouvoir retrouver justement une gestion de dépendance avec des versions de tout ce genre de choses pour avoir quelque chose de, je trouve, mieux maîtrisé, en tout cas, moi qui me parle plus par rapport à ce que j'ai l'habitude de manipuler sur les autres langages de programmation. Et donc, je vais pouvoir comme ça intégrer des packages, et là notamment, eh bien, ce qu'on appelle le HAL, donc le Hardware Abstraction Layer, qui correspond à ma puce et qui vient me fournir des fonctionnalités pour parler avec le microcontrôleur. Et puis justement, comme je parlais d'abstraction, eh bien, cet Hardware Abstraction Layer, on va pouvoir également s'appuyer dessus pour faire des abstractions de plus haut niveau. D'accord ? Il y a tout un travail qui a lieu dans la communauté Rust pour dire, OK, quand je veux parler avec un bus I2C, qu'est-ce qui représente un bus I2C ? Qu'est-ce qu'il me faut comme fonction pour pouvoir communiquer sur le bus I2C ? La même chose pour un bus SPI, sur les GPIO, ainsi de suite. Et l'idée derrière, eh bien, c'est qu'on peut avoir, comme ça, une crate qui va utiliser un concept en Rust qu'on appelle les traits. Donc c'est un peu comme les interfaces en Java, ou plus précisément peut-être plus comme en Go, on va dire, pour faire simple. Mais l'idée, c'est de pouvoir exposer un contrat d'interface sans fournir le détail de l'implémentation, comme ce que vous avez l'habitude en programmation objet, en gros. Et donc l'idée, c'est que dans cette crate embedded HAL, je ne vais avoir que des traits, d'accord ? Je ne vais avoir que des définitions d'interface. Comment est-ce que je parle, encore une fois, sur un bus I2C, sur un bus SPI, qu'est-ce que c'est l'interaction avec un GPIO, et ainsi de suite. Et derrière, eh bien, les constructeurs qui vont fournir leur puce et me fournir une crate qui décrit concrètement ce qu'il y a dans cette puce, eh bien, ils vont pouvoir implémenter ces traits. Et moi, à partir du moment où je sais interagir avec ces traits, je vais pouvoir porter mon code vers une puce ou l'autre plus facilement. Après, il y a des abstractions de plus haut niveau qui peuvent se baser là-dessus, et notamment tout ce qui est gestion de l'affichage avec des projets comme Embedded Graphics qui permettent de tracer des formes sur des bus SPI, ce genre de choses. Et donc là, eh bien, l'exemple que je vous ai pris, l'exemple de code ici, vous avez le trait output pin qui est défini justement dans la crate embedded HAL, donc qui fournit
voilà, si je veux qu'un pin GPIO soit en mode output, eh bien pour ça, il faut qu'il me fournisse la fonction setI, et à partir du moment où derrière les fournisseurs de puces sont capables de dire bah moi sur cette carte-là il y a 32 GPIO, et donc ces 32 GPIO ils savent implémenter peut-être output pin si on les met, si on les configure dans le bon état, et ainsi de suite. Et donc derrière, eh bien, ce que je montre ici, on va retrouver l'implémentation avec le code spécifique, et derrière moi ce que j'utilise c'est uniquement l'abstraction, donc ça me permet d'utiliser un autre GPIO, une autre carte, assez facilement. C'est bien, c'est vraiment très pratique tout ça, d'accord, parce que ça nous permet d'avoir des choses, des LED qui clignotent, mais c'est pas tout à fait mûr quand même. Il manque pas mal d'abstraction, notamment la gestion des interruptions. Quand on fait de l'embarqué, quand des événements arrivent, quand on appuie sur un bouton, quand on fait défiler des choses sur un écran tactile, pour ça, on s'appuie sur des interruptions matérielles qui nous permettent de savoir « Ah, il y a quelque chose qui se passe, il faut que j'aille voir ce que c'est », et puis de réagir en fonction de ça. Et bien, toute cette gestion d'interruption, aujourd'hui, il n'y a pas d'abstraction pour la gérer. Ça veut dire qu'on a encore du code spécifique à chaque microcontrôleur pour aller gérer nos handlers d'interruption, c'est-à-dire le code qui va être exécuté au moment où on reçoit une interruption matérielle. Il y a également tout ce qui est gestion du DMA. Donc DMA, pour faire très très simple, c'est Direct Memory Access. L'idée, c'est de dire que ma puce à laquelle je parle, ma puce réseau par exemple, ma puce Wi-Fi, le contrôleur de mon écran tactile, il sait écrire dans la mémoire. Je n'ai pas besoin d'aller écrire systématiquement dans des registres. Et je vais dire à mon processeur, tiens, cette zone mémoire-là, c'est ta zone d'échange avec tel périphérique, toi tu écris dedans, moi je vais donner à l'ordre au périphérique d'aller lire dedans, et c'est lui qui accédera directement en parallèle. Il n'y a pas besoin de faire les instructions étape par étape pour transférer la mémoire. C'est voilà, très, très sommaire, mais voilà le principe de base du DMA. Eh bien, il n'y a pas d'abstraction aujourd'hui pour manipuler ça non plus. Et puis, pour tout ce qui est aussi API de plus haut niveau, donc toute la gestion du Bluetooth ou du Wi-Fi, il n'y a pas non plus d'abstraction haut niveau pour les gérer. Donc, il faut récupérer des choses bas niveau ou l'implémenter soi-même. Pour le ESP32, il y a des choses qui sont en cours dans un projet qui est sur GitHub dans l'organisation ESPRS qui s'appelle Embedded SVC, qui veut faire l'équivalent du Embedded HAL, mais pour la notion de services de plus haut niveau qui sont fournis au-dessus de ces puces embarquées. Bon, maintenant que je vous ai brossé tout ce tour d'horizon, on va revenir un petit peu sur qu'est-ce que c'est que cette montre. Ok, d'accord. Donc cette montre, c'est une montre de Liligo qui s'appelle donc une T-Watch 2020. Liligo, c'est une boîte qui fait pas mal de choses, de petits composants autour de l'ESP32 principalement. Ils font des petites puces, enfin des petites cartes avec un petit affichage, des petits modules qui font penser un petit peu au MSP5 pour certains, des choses qui pilotent de l'affichage avec de l'encre électronique. Enfin, voilà, ils fournissent tout un tas de gadgets autour de ça. Et puis, moi, à l'époque, j'avais vu cette montre connectée, je m'étais dit, eh bien, tiens, un truc de plus à rajouter à ma to-do list sur lesquelles je vais faire des choses. Et donc, j'avais choisi cette montre parce qu'elle avait un ESP32, parce que la documentation est assez complète, comme vous pouvez le voir. Donc, on a différents périphériques qui sont disponibles dessus. Donc, la partie PMU, donc Power Management Unit, qui permet de gérer est-ce que ma montre elle est branchée, est-ce que la batterie est là, si oui, quel est le niveau de charge, est-ce que je suis en train d'appuyer sur le bouton pour l'allumer, pour l'éteindre. Un émetteur infrarouge, donc a priori il y a des gens qui ont déjà programmé cette montre pour pouvoir éteindre toutes les télés dans des grandes surfaces par exemple. Je ne l'ai pas testé, mais normalement ça marche parce qu'il y a l'émetteur. Une dalle tactile avec, qui est connectée sur un bus I2C, donc vous trouvez ici les pins sur lesquels c'est disponible et la pin qui est utilisée pour les interruptions. Une horloge temps réel qui nous permet de conserver le défilement du temps même quand l'OS n'est pas en train de tourner. Un haut-parleur que je n'ai pas mis en œuvre, un accéléromètre et puis donc l'écran que vous avez pu voir ici. Et oui, si, dernière chose, un petit vibrateur qui fonctionne dessus. Donc pas mal de choses qui fonctionnent alors principalement sur bus I2C
pour les accéléromètres, pour la partie tactile, pour la partie gestion de l'alimentation, pardon. Et puis du SPI pour la partie affichage. Une fois que j'ai cette montre, il va falloir que je code le firmware pour la montre. D'accord ? Donc j'ai codé mon firmware en Rust. Vous avez pu voir ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. J'ai mon code source, je le compile avec rust-c. Rust-c, lui, il ne va pas directement produire le code machine. D'accord ? Rust-c, il va produire une représentation intermédiaire. C'est comme ça que fonctionnent la plupart des compilateurs de toute façon. Ils vont d'abord gérer une représentation intermédiaire de votre code qui va être ensuite être interprété par un back-end qui, lui, va transformer ça en code objet spécifique à l'architecture matérielle sur laquelle vous voulez vous exécuter. Et donc, c'est ce qu'on va retrouver ici dans le code objet. Après, je vais avoir une étape de link où on va remettre en forme ce code objet pour définir différentes choses, notamment le point d'entrée de mon code, des sections éventuellement. C'est aussi ce qui va me permettre de le mettre en forme pour qu'il ait le bon format pour être transmis sur ma montre. Et puis après, une fois qu'il a le bon format pour être transmis sur ma montre, eh bien, je vais utiliser un flasher qui va me permettre de l'envoyer dessus. OK. Pour générer ce code, je vais pouvoir me baser donc sur tout ce qui est fourni par Rust. Encore une fois, quand on utilise Rust, on va utiliser les notions de toolchain qui nous permettent de gérer la cross-compilation. D'accord ? Par défaut, si j'installe Rust sur mon Mac, eh bien, il va m'installer la toolchain que je n'ai pas dû mettre ici, x86-64 Apple Darwin, voilà, qui me permet de compiler pour mon Mac. Mais l'intérêt de Rust, c'est que je peux installer d'autres toolchains, même sur mon Mac, et notamment, alors là je vous ai mis un extrait parce que la liste est beaucoup plus longue, mais vous avez notamment les toolchains si vous voulez compiler en Wasm, si vous voulez compiler pour x86 Linux Android, pour de l'ARM64, pour du RISC-V. Et puis là, vous voyez que dans les cibles aussi, on a est-ce qu'on veut être sur du Linux ou est-ce qu'on veut être sur du Win, c'est-à-dire finalement sans OS. Okay ? Alors problème, là-dedans, je ne trouve pas Xtensa. Je ne trouve pas l'architecture de mon microcontrôleur. Mince. Heureusement, il y a un côté côté expressif, finalement. Ils ont embauché des gens pour travailler sur le sujet et ils maintiennent un fork du projet LLVM et de Rust pour avoir le backend Xtensa pour leur compilateur. Donc en utilisant ça, eh bien, on va être capable de compiler notre code pour Xtensa et de l'envoyer sur notre montre, malgré le fait qu'elle ne soit pas officiellement supportée par Rust et par LLVM. Ils ont beaucoup travaillé sur ce sujet-là pour que ce soit très simple à installer cette toolchain, même si ce n'est pas une toolchain officielle. Et maintenant, donc, ils fournissent sur leur repo, donc vous avez toutes les adresses ici. Et donc la toolchain custom, vous pouvez l'installer avec un outil dédié qui s'appelle ESP-Up, qui est disponible sous forme de crate. Donc si vous voulez installer un binaire Rust, vous pouvez le faire avec cargo install. Et puis là, par exemple, eh bien, ça va me permettre d'installer ESP-Up. Et après, je peux installer mon environnement. Et il y a quand même quelques exports à faire si je veux avoir les bonnes choses dans mon environnement pour faire la compilation. Mais je vous assure que quand j'ai commencé à jouer avec cette montre, c'était, je pense, il y a à peu près 2 ans, ça a beaucoup progressé et c'est beaucoup plus simple maintenant. Et à partir de là, si je veux créer un nouveau projet, eh bien, je vais pouvoir le faire en utilisant Cargo Generate. Donc, Cargo Generate, c'est un outil, encore une fois, intégré à Cargo qui est fourni avec Rust. Donc, Cargo qui est utilisé pour compiler mon projet, pour lancer les tests. Finalement, c'est la grosse boîte à outils de Rust. Et il me permet aussi de générer des templates de projets à partir de repo Git. Et là, notamment, eh bien, Espressif, sur l'organisation GitHub ESPRS, fournit un template de projet pour ESP32 qui vous permet de bootstrapper quelque chose qui va fonctionner assez facilement. Avec tout ça, c'est pas mal. On va pouvoir flasher la montre là maintenant. Ouais, pas tout à fait, parce qu'en fait, sur la montre, moi, je voudrais du Bluetooth, je voudrais du Wi-Fi, je voudrais peut-être gérer un petit peu de parallélisme. Ah ouais, non, mais tout ça, si je dois le faire en bare metal, je suis pas rendu. Et donc, pour ça,
Il y a quelque chose qui est disponible quand vous faites de l'ESP32 classique en C, C++, qui est FreeRTOS, et plus précisément IDF. Donc, je ne sais plus si j'ai mis la signification de IDF. C'est IoT Development Framework de mémoire, mais qui est un fork de FreeRTOS qui est maintenu par la société Espressif. Et donc, ils fournissent ça pour le SP32 avec des choses supplémentaires pour la gestion du Bluetooth, pour la gestion du Wi-Fi et ainsi de suite. Donc, ça me permet d'avoir, pour le coup, de pas complètement être bare metal, mais d'avoir quand même un OS temps réel sur lequel je vais pouvoir m'appuyer. Par contre, il va falloir que je puisse parler avec cet OS, avec FreeRTOS finalement, depuis mon code Rust. Et donc pour ça, ce qui se passe, c'est qu'en général, quand on fait du Rust, pour parler avec des bibliothèques C, on va utiliser bindgen. Alors, hop. Ouais, alors oui, ça c'est tout ce que je disais, les choses qui sont proposées. Et donc quand on va vouloir interagir avec du code C, on va se baser sur des crates qui ont souvent le suffixe 6 pour dire que ça nous permet justement de gérer le binding avec du langage C et qui va nous permettre d'exposer en Rust directement les fonctions C. Par contre, bien sûr, là, on n'a pas toutes les garanties que nous offre le compilateur Rust sur ce code C. Et alors, pour vous montrer... non, après, donc ce qui se passe, c'est que pour gérer ces bindings à partir du langage C, eh bien, on va se baser sur un outil qui s'appelle bindgen. Bindgen, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre en entrée mon fichier .h, donc la définition de mes structures, la définition de mes fonctions en langage C. J'appelle bindgen dessus et il va me générer un fichier Rust qui va être le reflet en Rust de tous ces headers, de toutes ces descriptions de fonctions et de structures que je peux appeler. Encore une fois, ce sera un peu roots entre guillemets par rapport à ce qu'on a l'habitude de manipuler en Rust, mais ça a quand même le mérite d'exister. Et alors, pour vous montrer encore une fois, hop, ce que ça peut donner. Donc ici, j'ai mon header.h. Mon header.h, vous voyez, il est relativement simple. Dedans, j'ai la définition d'un type, j'ai des define, j'ai la définition d'un autre type, et puis j'ai la définition d'une fonction. Bon, c'est complètement arbitraire, c'est vraiment pour l'exemple que je vous ai montré ça. Mais l'idée, c'est que si j'appelle bindgen sur ce header, eh bien, vous voyez que ici, hop, eh bien, il va me générer du code Rust avec les différentes valeurs, les différentes constantes qui sont issues des define, les différentes constantes qui sont issues des différents types, enfin les différentes descriptions de structure pardon, qui sont issues des différents types, et puis également les méthodes que je peux appeler avec le résultat qui va bien. Donc ça me permet de m'interfacer avec mon code Rust. Hop. Très bien. Et puis, il va falloir que je l'intègre dans ma toolchain. Si je recomplète avec ce que je viens de vous présenter, eh bien, ce qui va se passer, c'est que moi, mon code source, il est là. Je vais me baser sur d'autres bibliothèques et notamment sur ce qui est fourni par FreeRTOS et les headers qui sont fournis. Je vais utiliser bindgen pour générer le code qui va être compilé avec Rust-C, qui va avoir une représentation intermédiaire, le backend LLVM, et puis je vais rajouter, eh bien, ici, au moment du link, je vais aller rajouter une étape de link pour me linker avec les librairies C qui sont fournies par mon FreeRTOS. Voilà. D'autres outils qui sont disponibles. Donc, ce que je vous ai montré, c'était avec build.rs. C'est lui qui permet de changer le mode de construction d'un projet Rust. On a aussi les outils ESP-Flash, ESP-Monitor. Vous avez vu, quand j'ai flashé sur mon microcontrôleur, finalement, je l'ai fait en utilisant Cargo ESP-Flash, ce qui se fait assez simplement. Et ça, c'est parce que, justement, on a un outil qui nous permet de l'intégrer et de le faire assez simplement. Et puis, ESP-Monitor, qui nous permet de se brancher sur la sortie série du microcontrôleur et d'avoir directement, dans notre terminal, le suivi de cette sortie, comme vous l'auriez, alors pour le coup, dans Arduino IDE, si vous faites le moniteur série, vous avez la même chose. Voilà, démo. Alors la démo, je vous l'ai faite au début, mais l'idée, c'est quand même d'essayer de vous montrer rapidement un petit peu à quoi ça ressemble, le code qui permet de faire ça. Alors, hop.
faire différemment parce que j'ai déjà mon code ici. Et alors, j'ai un truc à faire pour la démo. Allez. Voilà. Alors, vous voyez que moi, j'ai choisi de découper mon code comme ça, d'avoir twatch.rs, qui est une représentation de ma montre avec son matériel, d'avoir différentes tiles qui sont les briques, les vignettes d'affichage de ma montre, qui fait que là, si je swipe, vous voyez, ça fonctionne. Je sais pas, peut-être que je vous laisse le temps de voir. Voilà, vous voyez, je peux swipe comme ça, et donc ces différents affichages, eh bien, c'est ce qui est représenté dans les différentes tiles. Moi, j'ai choisi de faire une abstraction. Je vais avoir aussi une gestion d'événements qui me permet de dire les événements que je capte, est-ce qu'ils viennent de l'horloge temps réel, est-ce qu'ils viennent d'un timer, est-ce qu'ils viennent du touch, des accéléromètres, ainsi de suite. Puis derrière, moi, je vais pouvoir les qualifier. Je m'appuie également sur tout un tas de bibliothèques, parce que comme je vous l'ai dit, l'idée c'est aussi de profiter des abstractions. Et donc, pour avoir tout ça, eh bien, je m'appuie sur Embedded HAL dont je vous ai parlé, sur Embedded SVC, mais pour tout ce qui est affichage, je vais être capable de m'appuyer sur Embedded Graphics, qui me permet d'avoir les primitives pour tracer des rectangles, parce que je ne veux pas les tracer point par point, les primitives pour afficher du texte avec la gestion des fontes, parce que c'est un peu pénible à faire à la main, et ce genre de choses. Je vais avoir également la gestion du matériel avec des drivers spécifiques pour mes accéléromètres, pour l'interface avec mon écran, pour l'interface avec la partie, je ne sais pas si vous voyez, avec la partie gestion de l'alimentation, l'horloge temps réel, et puis ici, donc toute la partie écran tactile. Parmi ces drivers, il y en a certains que j'ai dû écrire parce qu'ils n'existaient pas, donc ils sont disponibles sur mon GitHub si jamais vous voulez vous amuser avec la montre. Notamment la partie accéléromètre, la partie écran tactile, et puis la partie gestion de l'alimentation que j'ai dérivée d'un driver existant, et bien sur laquelle je me suis appuyé pour justement pouvoir gérer l'affichage, le swipe comme vous voyez, donc la détection de ce genre de choses. On peut gérer avec la gestion de l'alimentation, je ne sais pas si vous le voyez, mais la gestion de la luminosité de l'écran. Donc ici, c'est censé être plus lumineux que si je fais comme ça. Le moteur qui est là, donc il y a un petit vibrateur dedans, et donc je peux faire vibrer la montre. Ça vibre tellement que ça fait tomber le téléphone, dis donc. Il n'y a pas idée. Et donc tout ça, eh bien, l'intérêt, comme je le disais, ça bouge mais ça tombe pas. Ça va se stabiliser, j'ai confiance. Et donc pour tout ça, alors je ne vais pas passer forcément tout le code en revue, mais vous avez tout ça sur mon GitHub, sur le projet qui s'appelle TWatch IDF RS, que vous retrouverez à la fin dans les liens. Mais ça me permet de gérer l'affichage, de gérer les événements, de gérer mon écran tactile, de gérer tout un tas de choses. Bon, il y a encore pas mal de choses à faire. Et c'est justement là où je veux en venir. Mais oui, avant, pardon, autre chose. Si vous n'avez pas envie de vous embêter à installer toute la toolchain sur votre machine, il y a des choses qui sont assez formidables qui ont été mises en place, notamment, je ne sais pas si vous connaissez Gitpod et CodeSpaces sur GitHub, qui permettent d'avoir des dev containers pour la faire simple. Donc ça permet d'avoir un conteneur dans lequel vous avez votre environnement de développement avec un VS Code, mais qui est un code serveur en fait, qui est un VS Code basé web. Et finalement, l'organisation ESP-RS vous propose directement un modèle de dev container qui vous permet d'avoir tout l'environnement pour faire ça dans votre navigateur et de le flasher également directement depuis votre navigateur avec ESP Web Flash. D'accord ? Il est capable d'utiliser les API qui vont bien dans Chrome pour parler sur votre port stéréo et puis aller faire la puce de cette façon-là. Donc vous n'avez même pas forcément quoi que ce soit installé sur votre machine. Il y a aussi un simulateur Walkwi qui est utilisé par ailleurs dans l'embarqué que vous connaissez peut-être déjà, mais il y a des exemples Walkwi dans lesquels on peut faire du Rust. Donc même si vous n'avez pas la puce ou la carte, eh bien vous pouvez quand même faire des tests, essayer des choses, donc avec le SP32 dans votre navigateur avec ce simulateur.
Et donc, j'en reviens à ce que je voulais dire tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui nous attend pour la suite? Donc, sur la montre, eh bien, ce que j'aimerais bien faire, c'est implémenter le Bluetooth Low Energy et la connexion avec le téléphone. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué parce que les binding Rust sont pas vraiment. Enfin, il n'y a pas d'abstraction au niveau pour manipuler le BLE. J'avais commencé à essayer de faire ça et c'est beaucoup trop gros comme sujet par rapport à mon temps disponible. Par contre, il y a des choses qui sont intéressantes, c'est que côté ESP-RS sans FreeRTOS, donc sans l'OS temps réel, ils sont en train de faire des progrès justement sur l'exposition du Bluetooth et des abstractions autour de ça. Donc je vais certainement regarder de ce côté-là. Également détection d'activité, parce qu'aujourd'hui j'ai les accéléromètres qui fonctionnent. Alors je ne vous l'ai peut-être pas montré. Hop. Oui. Hop. Ah. Ouais, non, c'est trop petit, je ne sais pas si vous le verrez. Mais ici, sur la montre en tout petit en bas, là, vous voyez les valeurs de l'accéléromètre. Donc l'accéléromètre fonctionne. Dans la cheat sheet, donc dans la description, dans la doc technique de l'accéléromètre, ils indiquent qu'on peut avoir des détections d'activité ou autre. Jusqu'à maintenant, moi, je n'ai pas réussi à le faire fonctionner. Je n'ai pas trouvé un seul exemple sur le net qui arrive à le faire fonctionner, même en C++. Donc, je suis un peu dubitatif. Et puis, donc, l'autre sujet, pas que sur cette montre-là, sur le Rust embarqué, c'est la notion d'async await. Donc, l'async await qui est disponible en Rust, qui est très utilisé pour tout ce qui est web ou autre, eh bien, ça commence à arriver avec certains frameworks sur de l'embarqué, avec des applications très intéressantes où justement, eh bien, on va pouvoir s'appuyer sur les interruptions pour gérer l'avancée de nos exécuteurs, ce genre de choses. Il y a aussi d'autres cartes qui sont disponibles, notamment qui viennent de Nordic Semiconductor, qui supportent aussi du Bluetooth Low Energy avec des OS comme Minute et puis la stack Nimble. Et puis il y a une autre solution, donc Real-Time Interrupt Driven Concurrency, qui est aussi l'idée de fournir un simili OS en Rust basé justement sur de l'asynchronisme, mais avec que des avancées qui sont sur les interruptions matérielles. Donc les crédits pour cette présentation, l'icône que vous avez vue au début est issue du site FreePic Flaticon. Je remercie toute la communauté des gens qui bossent sur le sujet, que ce soit sur le Matrix, sur le site internet ou autre. Il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont très disponibles et très sympas pour vous aider quand vous commencez. Et puis j'ai utilisé SlideF pour faire les slides. Et vous retrouverez ici eh bien, toutes les ressources et références que j'ai pu utiliser pour faire ce projet, si ça vous dit. Et est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Alors la question était, est-ce qu'il y a une raison d'utiliser une Nightly de Rust ? Au tout début, quand je me suis lancé, c'était indispensable. Et puis après, on y prend goût parce que je vais faire tel truc, mais c'est disponible que dans la Nightly. Moi, je vais prendre la Nightly. De toute façon, le projet il est que pour moi, donc c'est pas très grave. Donc voilà, je pourrais m'en passer, je pense, en faisant quelques efforts, mais comme je fais ça sur mon temps libre, je suis un peu feignant. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non ? Bon, c'est de la curiosité, c'est pour ça. Franchement, enfin, je pourrais vous montrer le code d'un driver, mais j'ai 1 minute 11. Juste pour vous montrer, parce que je veux. Faut pas rester sur l'a priori que c'est forcément. Hop. Oui, alors si je suis en plein écran, ça va pas le faire. Il me le dit en plus. Hein. Voilà. On va aller là. Ouais, il y a du bazar sur mon GitHub. Donc si vous voulez, là c'est l'exemple de driver pour l'écran tactile. D'accord ? Un driver, finalement, moi je m'appuie sur l'abstraction du bus I2C et après, en gros, eh bien,
je vais aller écrire. Alors là, j'ai les abstractions qui me permettent de gérer mes événements, et ainsi de suite. Mais ensuite, c'est... Ouais, alors je suis allé à un trop niveau d'abstraction. Bon, ok. Ouais, c'est ça qui est intéressant. En fait, quand je fais mon driver, ce qui est intéressant, c'est ça. Ça vient de la cheat sheet. C'est tous les registres du matériel dans lesquels il faut que j'écrive des valeurs pour faire des choses. D'accord? Et donc, je prends ça. Je fais des méthodes par rapport à ça pour initialiser la montre. Ça, c'est dans la cheat sheet aussi. Pour changer l'orientation de l'écran, pour récupérer les événements touch. Tout ça, c'est des choses qui viennent de la cheat sheet. Après, moi, je peux rajouter mes abstractions dessus. C'est l'effort que j'ai fait pour gérer la détection des mouvements et autres. Mais c'est parce que c'est la gestion du touch. Hein, donc, c'est tout. Mais c'est pas si compliqué que ça. Voilà. Bon. Voilà. Bon. Merci beaucoup à tous. Et puis, j'espère que ça vous a plu.